Et ça débat sur LCI autour de l'Égypte. Vous pouvez y aller. Merci. Du pétrole et des enjeux géopolitiques. Alors je vais poser la question genre les pieds dans le plat, Jean-Louis Caffier. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est une menace si jamais les troubles en Égypte se poursuivaient, une menace qui serait la fermeture du canal de Suez? Oui, ça peut l'être. En tout cas, ça fait partie des explications qui amènent à une hausse du prix du baril en ce moment, même si ça a un peu baissé aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'on est en train de vivre une période très marquante dans l'histoire. C'est la fin du pétrole pas cher et abondant. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière de retourner la question, on arrive au même résultat, on change d'époque. 2, on a une dépendance extrême, notamment au niveau européen, pour le pétrole qui vient d'ailleurs, il n'y en a pas en Europe, ou très très peu. Et 3, on est très mal préparé à la transition, parce qu'on a un peu mis tous nos œufs dans le même panier, notamment pour les transports. Par quoi on remplace le pétrole aujourd'hui? C'est par rien. Et le pétrole, les transports, ça dirige toute l'économie dans les pays développés, Michel. Vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord. Actuellement, disons, l'économie est dirigée par le transport, parce que s'il n'y a pas de transport, il n'y a plus de commerce, en quelque sorte, et il n'y a plus d'échange financier et d'échange de matériaux, et plus de 50% du pétrole sert uniquement dans le transport. Donc c'est automatique. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme trouble économique et géopolitique et économique prévisible de la situation en Égypte ? Éventuellement une contagion à un certain nombre d'autres pays de ce monde arabo-musulman, qui connaissent soit des régimes autoritaires, soit des situations extrêmement troublées. On est en plein dans l'arc de crise qui va du Sahara à l'Afghanistan. Alors on a vu des gouvernements comme le gouvernement jordanien essayer d'anticiper un petit peu, proposer un programme de réforme, etc. C'est la preuve de l'inquiétude. Puis, je crois qu'en Jordanie, la situation est moins dangereuse dans la mesure où il y a une légitimité du pouvoir hachémite qui dispose de soutien traditionnel, ces soutiens bédouins traditionnels. Ce n'est pas non plus un pays de la même pointure que l'Égypte. Il faut le rappeler, l'Égypte c'est 85 millions d'habitants pratiquement. Ça sera 130 millions d'habitants quand nous arriverons à l'horizon de 2030. C'est vraiment le poids lourd du monde arabe. Un pays donc dans une zone par définition pour toutes les raisons que l'on sait instable. Un pays qui est extrêmement dépendant dans beaucoup de domaines. Je prends un vrai problème qui va se poser, qui est déjà à l'horizon avec un certain nombre de pays voisins en aval sur le cours du Nil. Ça, c'est un problème sans rien dire, parce qu'on l'a beaucoup évoqué depuis ces semaines, du rôle modérateur et d'équilibre que l'Égypte pouvait, d'un point de vue alors là géostratégique, représenter, et qui inquiète tant son voisin israélien, avec lequel il y avait une forme d'alliance tacite. Tout ça, ce sont des facteurs de préoccupation qui peuvent assez vite se dissiper, ou ils sont structurellement marqués pour longtemps, d'après vous? D'abord, je voudrais revenir sur un point. C'est pas tellement le canal de Suez qui inquiète, ni le pipeline Suez-Méditerranée, parce qu'on a des alternatives. On peut de l'Afrique. Donc, plus long, un peu plus cher, un peu plus long, mais c'est pas en soi la fermeture du canal de Suez éventuelle qui inquiète. C'est effectivement l'effet domino. C'est ce dont on vient de parler, c'est la propagation éventuelle aux pays du Golfe. On a vu ce qui s'est passé au Yémen, en Jordanie, vous venez de le mentionner, ou alors à l'ouest, vers l'Algérie. C'est ça qui inquiète les marchés, c'est ça qui a provoqué, à la fin de la semaine dernière, et dans le cours de la semaine dernière, une augmentation du prix du pétrole. Alors le fait que ça ait cessé d'augmenter, pour ne pas dire vraiment notablement baissé, c'est un bon signe ? Oui, c'est un bon signe. C'est le signe que les marchés ont l'impression que la situation se normalise, ou tout du moins qu'elle ne s'enflamme pas plus, et donc il y a une détente sur le prix du pétrole. Jean-Luc Caffier. Alors, il y a d'autres éléments qui expliquent l'augmentation aussi. Il y a la faiblesse du dollar, c'est très important. Il y a la croissance qui se maintient en Chine, et il y a la reprise qui est annoncée en 2011 un petit peu partout dans le monde. Donc ça contribue aussi à faire monter les prix, c'est très clair. Mais paradoxalement, je dirais, cette hausse du baril, elle peut avoir deux effets. Permettre d'exploiter des pétroles plus difficiles, notamment les schistes, les sables, etc. Donc à 80, 90, 100 $ le baril, on peut le faire, c'est rentable pour les compagnies. Et parallèlement, puisque le pétrole est cher, ça peut aussi renforcer la politique de développement des alternatives et donc des énergies renouvelables. On dit qu'elles sont trop chères aujourd'hui. On attend avec beaucoup d'impatience les nouvelles orientations du gouvernement pour le soutien à la filière photovoltaïque. Mais plus le pétrole est cher, moins les renouvelables sont coûteuses.
Alors, est-ce que les énergies alternatives sont aujourd'hui, j'allais dire, de manière réaliste alternative, où il y a encore un délai tel que eh bien, le pétrole règne en maître pendant un bon moment? Le pétrole règne en maître automatiquement dans les carburants, puisque les seules énergies alternatives qu'on peut avoir, ce sont les biocarburants. Les biocarburants actuellement représentent 1% à tout casser de la consommation mondiale. Si on voulait... Et ne sont pas sans poser d'autres problèmes environnementaux dont on a souvent parlé avec Jean-Louis. Voilà. Et si par exemple en France on voulait fonctionner qu'au biocarburant, il faudrait transformer toute l'agriculture vivrière en agriculture biocarburant. Donc on n'aurait plus rien à manger. Il faudrait choisir entre boire ou conduire. Pas boire, manger ou conduire. Manger ou conduire. Donc de ce côté-là, c'est un peu bloqué. C'est un peu voiture à pinard, quand même. C'est un peu bloqué. De l'autre côté, les autres énergies, l'éolien, le photovoltaïque, nous fabriquent de l'électricité. Donc peut effectivement remplacer une partie des consommations pétrolières dans les solutions fixes, dans les endroits fixes, le chauffage, l'éclairage et tout ça. Mais il faut bien voir que actuellement les équipements sont très faibles. Même dans les pays fortement équipés, quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qui tourne? Des centrales thermiques, soit au charbon, soit des centrales thermiques à gaz. Philippe Conrad, l'Égypte est un pays dont c'est une banalité de dire que l'histoire est ancienne. Qu'est-ce que vous voyez comme ressources à ce pays pour sortir de cette crise? Est-ce que, par exemple, le processus engagé en ce moment par Souleymane est un processus qui vous semble viable à court et moyen terme? C'est plutôt mon sentiment à court terme, c'est qu'on va assister à une transition qui va être gérée par l'armée, qui est quand même la colonne vertébrale du pays depuis 52, avec la bénédiction évidemment de l'allié américain et les soupirs de soulagement du côté israélien, on le voit bien. La place Tahrir, là, les manifestants, leur masse se réduit un peu comme une peau de chagrin. L'activité reprend. Il faut dire que l'Égypte ne peut pas se permettre une crise de long terme. On imagine, par exemple, dans le cas du tourisme, qui mobilise à peu près 15% des actifs, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors sur le long terme, il y a un atout, je pense, qu'il faut prendre en compte quand on parle de l'Égypte, quelles que soient les difficultés, les faiblesses structurelles de ce pays, du fait des conditions naturelles, c'est que l'on a affaire à une véritable nation, ce qui n'est pas le cas dans le Proche-Orient, où le Proche-Orient post-ottoman tel qu'il a été remanié après la Première Guerre mondiale a abouti, il faut bien le dire, à la construction d'États assez artificiels. Le cas le plus exemplaire étant l'Irak, une fois dissipée l'illusion entretenue par le nationalisme baathiste, avec l'effondrement du régime de Saddam Hussein, on se rend compte que l'Irak, quelque part, ça n'existe pas, et on peut se poser des questions sur sa viabilité. On ne peut pas en dire autant de l'Égypte parce qu'il y a un espace géographique bien précis, homogène. En même temps, le nationalisme nassérien n'a pas été pour rien non plus dans ce sentiment identitaire-là, pour faire continuer le parallèle avec... Oui, c'est mais vrai. C'était moins artificiel, la greffe sur l'Égypte était moins artificielle que celle sur l'Irak. Et de ce fait, cette identité nationale, je crois, assez forte, qui distingue bien l'Égypte de ses voisins, qui est fondée aussi sur la conscience, sur la mémoire d'une très longue histoire. Alors une histoire en partie, bien sûr, un imaginaire collectif qui nous renvoie aux pharaons, etc. Mais même au rôle qu'a joué l'Égypte dans l'histoire musulmane. Elle a été le siège du califat fatimide au Xe siècle. Le Caire a été l'une des grandes capitales, l'une des plus prestigieuses sur le plan culturel du monde musulman. Tout cela, je pense que pour les Égyptiens, ça constitue pour l'avenir un atout, à la différence, encore une fois, de certains autres pays dont les frontières, le territoire et l'histoire récente font qu'ils apparaissent plus fragiles. Alors un certain nombre d'entreprises, pendant que vous me parlez, je pense à l'armateur français CMA-CGM, annonce un retour à la normale. Le géant maritime et pétrolier danois AP Møller-Maersk indique que ces activités qui étaient suspendues sont quasiment revenues à la normale. Ça va dans votre sens, c'est-à-dire petit à petit... Il semble qu'on ait une situation qui se stabilise, qui se normalise, et donc effectivement
effectivement les marchés se détendent, le trafic reprend. Et si c'est le cas, on devrait voir le pétrole brut se replier un peu. Ça a coûté cher à l'Égypte, cette crise. J'en parle pas au passé, mais disons à l'heure où nous parlons. C'est difficile à dire. Les revenus du canal de Suez, c'est environ 4 à 5 milliards de dollars par an, ce qui est considérable pour l'économie égyptienne. Quelle a été la disruption, combien ça a coûté dans les jours ou les semaines qui sont passés, c'est difficile à dire. Vous pouvez avoir un ordre de grandeur avec le revenu global annuel de 4 à 5 milliards de dollars par an. Mais alors, est-ce que cette crise n'est pas quand même exemplaire de ce que les détracteurs du tout pétrole disent quelquefois, à savoir quelle vulnérabilité il y a d'un point de vue géopolitique à ce que l'essentiel des ressources connues soit sur des périmètres tels qu'à un moment donné, un désordre politique peut bloquer l'approvisionnement, ou pourrait à terme bloquer une partie notable de l'approvisionnement de la planète. Oui, effectivement, plus de la moitié actuellement, 60% des réserves sont situées au Moyen-Orient, donc quand on achète des réserves chez eux, ça passe au canal de Suez, pratiquement. On sait que malgré les nouveaux pétroles des fonds océaniques, de l'Arctique ou disons des pétroles non conventionnels du style les schistes, cette région du Moyen-Orient restera toujours la première région pétrolière. Donc dans l'avenir, ça sera toujours la source pétrolière principale de consommation, enfin de production, et donc pour nous de consommation de pétrole. Et ça passera essentiellement par le canal de Suez, quand ça vient du côté européen. Jean-Louis Caffier ? Oui, je pense que ce qui se passe en Égypte, c'est un élément perturbateur de plus dans un secteur qui est quand même très fragilisé, pour d'autres raisons également. Est-ce qu'on a atteint le pic pétrolier, Monsieur Chilansky ? On n'en sait rien, mais enfin on n'en est pas loin. Si j'en crois le livre d'Yves Mathieu, qui connaît un petit peu le sujet parce qu'il a été longtemps responsable des ressources à l'Institut français du pétrole, excusez-moi, c'est une référence, on y est. Si on n'y est pas, c'est l'an prochain, c'est dans 2 ans. Donc on va atteindre ce pic, ça va commencer à baisser, la demande va continuer à augmenter avec notamment les pays émergents. Comment on va répondre à cette demande à des tarifs acceptables ? C'est ça la question. Et comment on prépare les alternatives ? C'est ça la question, mais ça va être la réponse. Je vais vous donner une réponse. C'est pas... Les États-Unis qui importaient du gaz sont devenus équilibrés. Avec de nouvelles techniques, avec de nouvelles technologies, ça a bouleversé complètement la planète du gaz. Et d'ailleurs, les prix du gaz se sont effondrés. Oui. Alors, je dis pas que c'est une réponse complète. Moi, je pense que le gaz peut être une partie mais il y a des recherches sur de nouvelles modalités d'extraction. Partout. Et les gaz non conventionnels ne sont pas uniques. Il y a aussi des pétroles non conventionnels. Donc, je comprends très bien la théorie du peak oil, et c'est l'année prochaine ou pas l'année prochaine. On l'a atteint ou pas ? À mon avis, non, pas du tout. Parce que les prix sont tels qu'on va rechercher d'autres sources. La géologie est telle qu'on peut aller vers d'autres surfaces également. Et donc, je ne crois pas du tout qu'on soit à 1 an ou 2 ans du pic pétrolier. Ouais. Donc, pétrole cher. Ça, c'est ce que vous me dites. Un pétrole cher, oui, pétrole cher. Mais pétrole fini, non. Il suffit de rappeler ce que l'on disait il y a 30 ou 40 ans quant aux perspectives d'épuisement des ressources pétrolières. Et effectivement, on a continué à trouver de nouvelles ressources. Oui, il y a quand même une chose, c'est que depuis 5 ans maintenant, la production mondiale du pétrole est pratiquement stabilisée. Donc l'idée qu'il y a un pic est une idée qui est soutenue par certains, mais de plus en plus, la majorité des spécialistes pensent plutôt vers un plateau. Et il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas encore quelques années. Alors ce que l'on sait, c'est que pour maintenir ce plateau, il va falloir mettre en production des pétroles de plus en plus non conventionnels, de plus en plus difficiles, de plus en plus lointains. Et donc, on devrait arriver à tenir ce plateau pendant 5, 10, 15 ans éventuellement, suivant les volontés que l'on aura vouloir les produire. Mais de l'augmenter la production, je ne pense pas que ça soit réaliste. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si demain les investissements s'arrêtaient, eh bien la production pétrolière dégringolerait. Jean-Luc Chilansky, ça veut dire qu'il y a peut-être... Donc, pic ou palier, quoi qu'il en soit, la perspective, c'est un pétrole de plus en plus cher. Ça, je crois qu'on n'y échappera pas. Cachez votre sourire. Tout à l'heure, non, je ne souris pas, c'est pas forcément une bonne nouvelle, en tous les cas pour les consommateurs. Mais c'est vrai que la demande croît. En 2010, on a consommé 3% de plus qu'en 2009. En 2011, le monde
2% de plus qu'en 2010. Et donc, cette croissance de la demande fait que, inéluctablement, le pétrole sera plus cher qu'il est aujourd'hui. Philippe Conrad, un mot de conclusion ? Oui, à propos du pétrole du Proche-Orient, il faut rappeler aussi que c'est celui dont l'exploitation est la plus facile. Le jour où on aura une situation stabilisée en Irak, ça permettra quand même d'augmenter de manière significative la production de cette région. Merci messieurs, merci Jean-Louis de ces éclairages passionnants. Romain, c'est votre journal. Il faut du pétrole pour faire marcher et faire voler les avions, je crois. On va parler de vacances, celle du Premier ministre. Il était en Égypte à Noël dernier. Et oui, on l'a appris cet après-midi. L'information est tombée juste après la fin des questions d'actualité au gouvernement et juste avant la publication des informations du Canard enchaîné. On va y revenir longuement dans un instant. Et oui, c'est le premier titre de l'actualité. Je vous laisse en compagnie de Romain Husneau pour son grand journal à 18h.